Jacques Reynaud était affalé sur son volant, plissant les yeux à travers la tempête de neige qui ne cessait de tomber. Chauffeur routier de 47 ans, avec 3 mensualités de prêts immobiliers impayés et les frais d'université de sa fille qui hantaient son esprit. Son poids de lourd tournait à vide, au sens propre comme au figuré. Lorsqu'il aperçut une silhouette en détresse sur le bord de la route, la logique lui cria de continuer. La livraison devait arriver à l'heure, c'était une question de survie. Et pourtant, quelque chose dans le geste désespéré de l'inconnu poussa Jacques à s'arrêter. Ce choix allait lui coûter son emploi, sa dernière chance de se relever financièrement. Tandis que la neige s'accumulait autour de ses pneus, Jacques ne savait pas encore que cet acte de bonté allait devenir sa pire erreur, ni que l'homme qu'il venait d'accueillir dans sa cabine cachait un secret qui allait tout bouleverser. Bonjour à tous, bienvenue sur Glintbox. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous une nouvelle histoire. Jacques Reynaud conduisait des camions depuis 23 ans. Ses mains portaient les traces d'un homme qui avait gagné chaque euro à la sueur de son front. Ce soir-là, son vieux Renault Magnum avançait lentement dans la pire tempête de neige qu'ait connue l'Auvergne depuis des décennies. La radio grésillait avec des alertes de fermeture de route. « Encore 3 heures », murmura Jacques, se frottant les yeux fatigués, « et je pourrais faire la livraison et rentrer chez moi. » Mais chez lui n'avait plus grand-chose à offrir. Depuis le décès de sa femme Sophie il y a 3 ans, il peinait à boucler les fins de mois. Leur petite maison faisait l'objet d'une procédure de saisie et le paiement des frais d'inscription de sa fille Émilie à la fac avait 2 semaines de retard. Les phares de son camion perçaient à peine le rideau de neige, n'éclairant que quelques mètres devant lui. Jacques se penchait, luttant pour distinguer la route. Son patron avait été clair ce matin-là. « Ce chargement doit être livré à Clermont-Ferrand avant demain matin, où tu peux chercher un autre boulot », avait lancé Michel, sans même lever les yeux de sa paperasse. « J'ai 10 gars qui prendraient ta tournée sans hésiter. » Jacques savait que ce n'était pas une menace en l'air. À 47 ans, retrouver un nouveau poste au volant ne serait pas facile. Pas dans cette économie. Pas avec ses problèmes de dos. La neige s'intensifiait, transformant l'autoroute en un tunnel blanc. Jacques ralentit à 30 km/h, les mains crispées sur le volant. La fenêtre de livraison se refermait minute après minute, et c'est alors qu'il la vit. Une faible lueur au bord de la route. Jacques plissa les yeux. Encore. Une lampe torche agitée près d'une voiture prise dans un amas de neige. « Pas mon problème », dit-il à voix haute, même si son pied relâchait déjà l'accélérateur. « Si je m'arrête, je perds tout. » La lumière clignota avec plus d'insistance. Jacques imagina quelqu'un piégé, transi dans ce froid glacial. Il pensa à Sophie et à ce qu'elle lui aurait dit. L'urgence de sa livraison résonnait dans sa tête alors qu'il guidait son poids lourd vers l'accotement. Le moteur siffla lorsqu'il enclencha les freins. Jacques attrapa son manteau épais et sa lampe torche. « 10 minutes, se promit-il. Je les aide à passer un appel et je repars. » Il descendit dans le vent hurlant, la neige recouvrant aussitôt sa barbe. Le véhicule immobilisé était à peine visible. Une berline sombre, à moitié enfouie sous la neige. Un homme en manteau lourd se tenait à côté, agitant les bras frénétiquement. « Merci d'avoir stoppé », cria l'homme, sa voix presque emportée par le vent. Jacques lutta à travers la neige jusqu'aux genoux pour le rejoindre. Le vent perçait son manteau comme une lame. « Coincé ici depuis presque 2 heures », dit l'homme en tendant une main gantée. « Moi, c'est Robert. La voiture a glissé hors de la route. Aucune couverture mobile ici. » Jacques serra sa main. « Jacques Reynaud. Vous êtes seul? » Mon conducteur est dans la voiture. Il s'est cogné la tête en sortant de la route. Rien de grave, mais il est un peu sonné. Jacques jeta un coup d'œil dans la berline. Un jeune homme était assis au volant, un linge pressé contre son front. L'intérieur était ordonné, un petit sac de sport posé à l'arrière. Rien d'anormal, juste des voyageurs pris dans la tempête. « Je peux vous emmener jusqu'au prochain village », proposa Jacques. « Environ 30 kilomètres plus loin. » Robert hocha la tête avec reconnaissance. « Ce serait inespéré. Il faut qu'on se réchauffe. » Jacques aida le conducteur à sortir de la voiture. Le jeune homme semblait tenir debout sans problème, même s'il était visiblement secoué. Ils luttèrent contre le vent pour retourner jusqu'au camion de Jacques. Une fois à l'intérieur de la cabine, Jacques monta le chauffage. Robert retira son bonnet couvert de neige, révélant des cheveux gris coupés courts, à la manière militaire. Son compagnon se présenta sous le nom de Thomas.
Vous allez où? Demanda Jacques en consultant sa montre. Chaque minute le rapprochait du retard. Clermont-Ferrand, répondit Robert. Mission militaire. Jacques hocha la tête. C'est là que je livre aussi, mais à ce rythme, je vais avoir des heures de retard. Vous vous arrêtez pour nous, à vos frais, fit remarquer Robert. Peu de gens freinent ça aujourd'hui. Jacques haussa les épaules. On ne laisse pas des gens coincés dans ce genre de tempête. Ma femme me hanterait si je le faisais. Le camion avançait lentement sur la route enneigée. Les jointures des doigts de Jacques blanchissaient sur le volant. Chaque kilomètre semblait en valoir 10. « Je peux vous demander ce que vous transportez? » demanda Robert. « Du matériel médical pour l'hôpital. Rien de reportable, selon mon patron. » Le téléphone de Jacques sonna. C'était dit Michel. Il répondit et activa le haut-parleur. « Renaud, où êtes-vous ce bon sang? Le GPS montre que vous n'avez presque pas bougé depuis 20 minutes. » On s'est fait prendre dans la tempête, Michel. On ne voit rien. Et j'ai pris 2 personnes en détresse. La voix de Michel se durcit. « Tu plaisantes? On a une échéance contractuelle. Cet hôpital attend ses fournitures pour 6 heures. Je vais y arriver, peut-être avec un peu de retard. » Le retard n'est pas une option. C'est ton 3e avertissement, Renaud. Je t'ai prévenu ce matin. Jacques sentit son estomac se nouer. « Michel, il y avait des gens coincés dans une tempête. Tu voulais que je les laisse mourir? »« Je voulais que tu fasses ton boulot, » cria Michel. « Vide ton casier en rentrant. C'est fini. » L'appel coupa net. Le silence retomba dans la cabine, rompu seulement par le hurlement du vent. « Je suis désolé, » dit Robert à voix basse. « On vous a coûté votre travail. » Jacques regardait fixement le blanc infini devant lui. « Ce n'est pas vous. C'est moi qui ai pris cette décision. » Le camion avança dans la tourmente pendant encore 3 heures. Jacques restait concentré sur la route, mais son esprit tournait à toute vitesse. Les factures, les frais d'université de sa fille, et comment trouver du travail à nouveau. Robert et Thomas restaient silencieux, donnant parfois des indications ou vérifiant l'état des routes sur leur téléphone une fois le réseau revenu. « Je peux vous demander ce qui vous amène ici par un temps pareil côté militaire? » demanda enfin Jacques, brisant le silence. Robert hésita. Revue des opérations navales sur la base de Clermont-Ferrand, rien de passionnant. Jacques hocha la tête. Le ton réservé de l'homme montrait qu'il n'était pas du genre bavard. Ils roulèrent en silence jusqu'à ce que les lumières de Clermont-Ferrand apparaissent à travers la neige. « Je vous dépose où? »« Ah, ça, » demanda Jacques. « L'hôpital, ce sera parfait, » répondit Robert. « On trouvera un moyen de transport depuis là. » Jacques se gara au quai de livraison de l'hôpital à 5h37 du matin, frôlant de peu l'heure limite. La tempête commençait enfin à faiblir. Le personnel hospitalier se précipita pour réceptionner des caisses. « Vous avez réussi, » dit le responsable des livraisons en cochant sur son tableau. On commençait à s'inquiéter. « Ça va, ça a failli ne pas arriver, » admit Jacques, en aidant à décharger les caisses lourdes. Robert et Thomas observaient en silence, à l'écart. Une fois le camion vidé, Robert s'approcha de Jacques. « Je veux vous remercier comme il se doit, » dit-il en tendant une carte de visite. Peu de gens mettraient leur emploi en jeu pour des inconnus. Jacques jeta un coup d'œil à la carte. Elle était blanche, sobre, juste un nom et un numéro. Aucune mention de grade ou de poste. « Pas besoin de remerciements, » dit Jacques en glissant la carte dans sa poche. « N'importe qui aurait fait pareil. » Robert secoua la tête. « Non, je vous assure que non. » Un SUV noir s'arrêta devant le quai. Thomas fit un signe à Robert. « Notre voiture est là, » dit Robert. « Jacques, je suis sérieux. Appelez ce numéro demain. Je peux peut-être faire quelque chose pour vous. » Jacques les regarda monter dans le véhicule, trop épuisé pour se demander ce que Robert voulait dire. L'adrénaline retombait. La réalité reprenait le dessus. Il était sans emploi avec une échéance de prêt dans 5 jours. Il remonta dans son camion et se rendit au motel où les chauffeurs se reposaient entre 2 tournées. Ce serait sa dernière nuit payée par l'entreprise. Jacques s'enregistra et s'effondra sur le lit sans même se déshabiller. Son téléphone vibra. Un message de Émilie. « Alors papa, comment va la route? Fais attention à toi. » Jacques fixa l'écran, incapable de lui dire qu'il venait de perdre leur unique source de revenus. Il reposa son téléphone sans répondre et ferma les yeux. Lorsqu'il se réveilla, il était déjà midi passé. 3 appels manqués de Michel, probablement pour savoir quand il allait ramener le camion. Jacques les ignora.
Il prit une douche puis se rendit dans un petit bistrot à proximité. Devant un café et des œufs brouillés, il sortit la carte de Robert, la faisant tourner entre ses doigts. Quelle aide un militaire pouvait-il bien offrir à un simple chauffeur routier? Probablement des paroles vides dictées par la culpabilité. Mais Jacques n'avait plus rien à perdre. Il composa le numéro. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une femme réponde. Bureau de l'amiral Wilson. Jacques hésita. Amiral, je crois que je me suis trompé de numéro. Un certain Robert m'a donné cette carte. Vous êtes Jacques Reynaud? Demanda-t-elle. Oui, mais veuillez patienter, je vous le passe. Jacques resta figé. Le café oublié. Amiral? L'homme coincé dans la neige était un amiral. Jacques? La voix de Robert résonna dans le combiné. Content que vous ayez appelé. Comment allez-vous? Vous êtes amiral? Réussit-il à dire. Vice-amiral Robert Wilson, en effet. Désolé de ne pas m'être présenté correctement hier soir. Protocole de sécurité pendant les déplacements. Jacques peinait à comprendre. J'ai donc récupéré un vice-amiral coincé dans la neige. Et je vous ai peut-être sauvé la vie? Sans doute, il faisait -15 après votre arrivée. Nous n'aurions pas tenu jusqu'au matin. Jacques se frotta le front. Je vous remercie, monsieur, mais je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi vous vouliez que je vous appelle. J'ai appris que vous aviez perdu votre emploi à cause de nous. C'était mon choix. Un choix fait pour aider des inconnus, au prix de tout ce que vous aviez. Ça compte pour moi, Jacques. J'aimerais vous rencontrer aujourd'hui, si possible. Jacques consulta sa montre. Je dois ramener le camion au dépôt, à Lyon. Je peux m'en occuper. Seriez-vous libre à 14 heures? Je suis au centre des opérations navales sur la base. Jacques accepta, encore troublé, mais curieux. Après avoir raccroché, il régla l'addition et retourna au motel, se demandant ce qu'un amiral pouvait bien lui vouloir. À 13h30, une voiture de la marine arriva. Le chauffeur, un jeune officier, était respectueux mais ne donna aucun indice sur la rencontre. Ils passèrent plusieurs points de contrôle avant d'atteindre un bâtiment moderne. À l'intérieur, Jacques fut conduit jusqu'à une salle de réunion. L'amiral Wilson attendait déjà, désormais vêtu de son uniforme complet, orné de décorations et de rubans. Thomas se tenait à proximité, également en uniforme, arborant les galons de capitaine de frégate. « Jacques !» L'amiral lui tendit la main. « Merci d'être venu. »« Difficile de dire non à un amiral, » répondit Jacques en la serrant. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Jacques hocha la tête et prit place à la table brillante. « Je ne comprends toujours pas très bien pourquoi je suis ici, monsieur. » L'amiral s'installa en face de lui. « Ce matin, j'ai pris le temps d'en apprendre un peu plus sur vous, Jacques. 23 ans derrière un volant. Aucun incident majeur. Très respecté de vos collègues. » Jacques se tortilla légèrement. « Vous avez enquêté sur moi. J'aime savoir à qui j'ai affaire. Je sais aussi pour votre situation financière. L'hypothèque, les frais d'université de votre fille. » Jacques se raidit. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, c'est privé. Je comprends, mais je pense pouvoir vous aider. Pas par pitié, parce que vous l'avez mérité. » L'amiral fit glisser un dossier vers lui sur la table. « La marine a des postes civils en transport. Bon salaire, avantages, horaires réguliers. Nous avons besoin de chauffeurs expérimentés, fiables, capables de gérer des matériaux sensibles. » Jacques fixa le dossier sans l'ouvrir. « Pourquoi faire ça pour moi? » L'amiral se pencha légèrement. « Parce que l'intégrité, ça compte, Jacques. La nuit dernière, vous avez tout risqué pour aider des inconnus. C'est exactement le type de personne que nous cherchons. » Jacques ouvrit lentement le dossier. À l'intérieur, un contrat d'embauche pour un poste de spécialiste en transport civil au sein du commandement des systèmes de soutien logistique de la marine. Le salaire était presque le double de ce qu'il gagnait auparavant. « C'est démentiel, » souffla Jacques, lisant les détails. « C'est le tarif standard pour ce poste, » répondit l'amiral Wilson. « Il nécessite une accréditation spéciale et une fiabilité totale. Vous avez prouvé que vous avez les deux. » Capitaine de frégate Thomas prit la parole. « On transporte des équipements sensibles entre bases, parfois classifiés, toujours cruciaux. Il nous faut des conducteurs en qui on peut avoir une confiance absolue. » Jacques leva les yeux vers eux. « Et vous me faites confiance à cause d'une seule nuit? » L'amiral sourit. « Les crises révèlent le vrai caractère, Jacques. Quand tout était en jeu, vous avez choisi d'aider,
au détriment de vous-même. Ça me suffit. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. L'amiral Wilson ajouta. Le poste est à pourvoir immédiatement. Une aide au logement est prévue jusqu'à ce que vous soyez installé. Jacques pensa à son hypothèque, aux frais d'université de sa fille. Ce poste réglerait tout. Il y a autre chose, ajouta l'amiral Wilson. J'ai passé quelques coupes de fil ce matin. Votre ancien employeur, Transport Midi-Est, a un contrat avec l'Agence de logistique de la Défense. J'ai parlé au propriétaire à propos de la manière dont il traite les chauffeurs qui viennent en aide au personnel militaire. Jacques haussa les sourcils. Vous avez appelé Michel? Pas moi personnellement, mais quelqu'un de notre division des contrats l'a fait. Ils ont reçu un rappel clair sur l'importance de l'éthique professionnelle dans les marchés publics. Et alors? Disons qu'il a reconsidéré sa position. Vous allez recevoir des excuses officielles ainsi que 2 mois de salaire pour licenciement abusif. Jacques secoua la tête abasourdi. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Peut-être pas, mais punir une bonne action doit avoir des conséquences, dit l'amiral. La justice compte. Jacques regarda le contrat, puis l'amiral. Pourquoi moi? Il y a sûrement des centaines de chauffeurs mieux qualifiés. Les qualifications s'enseignent, le caractère non. La nuit dernière, quand vous nous avez trouvés sur cette route, vous n'avez pas vu un amiral. Vous avez vu des gens en détresse. C'est exactement le type de personne qu'on veut à nos côtés. Jacques signa le contrat. En le faisant, il pensa à Sophie. Elle aurait apprécié l'amiral Wilson. Le lendemain matin, Jacques se tenait sur le perron de sa maison quand une voiture de la marine entra dans son allée. Sa voisine, Madame Petit, observait curieusement depuis sa fenêtre. Son téléphone vibra. Un message d'Émilie. « Papa, c'est vrai que tu travailles pour la marine maintenant? »« C'est vrai, répondit-il. Je te raconte tout ce week-end. Les frais sont couverts. Ne t'inquiète plus. » En montant dans la voiture, Jacques pensa à cette suite d'événements qu'il avait menés jusqu'ici. Une seule décision, par une nuit de tempête, avait tout changé. 3 mois plus tard, Jacques gara son camion de transport naval après sa tournée. Son nouvel appartement se trouvait à 2 rues de l'université d'Émilie. L'hypothèque était remboursée. Ses douleurs de dos avaient diminué grâce aux horaires réguliers et à une meilleure couverture santé. L'amiral Wilson était resté en contact, l'invitant parfois à des événements de la marine. Lors de l'un d'eux, il présenta Jacques à tout l'état-major, racontant l'histoire du sauvetage en pleine tempête. Parfois, l'univers trouve un moyen d'équilibrer les choses, avait dit l'amiral. Vous m'avez sauvé cette nuit-là pour que je puisse vous aider aujourd'hui. C'est ainsi que cela devrait fonctionner. Jacques n'avait jamais eu l'intention d'être un héros ce soir-là sur la route. Il avait juste fait ce qui lui semblait juste, même si le monde semblait vouloir le punir pour cela. Maintenant, en rentrant chez lui sous un ciel clair, il comprenait une chose essentielle. Faire ce qui est juste peut tout vous coûter sur le moment. Mais le monde a des façons mystérieuses de remettre les choses en ordre. Cette histoire vous a touché? Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à Glenbox pour plus d'histoires comme celle-ci. Dites-nous en un mot ce que cette histoire vous a fait ressentir dans les commentaires.